Ladies and gentlemen, Madame and Monsieur, Signore e Signori, welcome to the Sustainable Business Conference 2012. My name is Sergio Porta Tadino, and I am the lucky guy that the HSE MBA students this year decided to choose to coordinate this edition. So I would like to take advantage of this time just to thank the very important people that allow us to make this event come true. There are many. First of all, thank you to be here early this morning. And I also would like to thank the speakers that kindly accepted our invitation for today. Then, first of all, I really would like to thank B-Citizen, which is our main sponsor and partner. I want to thank Maximilian Rouer, the founder, Dylan Thuillier, the managing director, and all your teams. And in particular, I would like to thank Florence Bouvet and Léo Tissot, who are the guys that help us day by day in setting up this event. Thank you very much. I would like to thank, of course, the sponsors. So we have to be pragmatical. It's really important for today. Fare to B-Citizen and HSE, who are the main sponsor of this conference. We want to thank System U, which will also provide the food for the coffee breaks, and Saint-Gobain, and as well École Polytechnique, the chair of business economics, and in particular Professor Anna Creti. Special thanks also to IM4P, which is a startup created by two HSE MBA students, Jonathan Grover and Fanfan Wu. IM4P created the application for iPhone for SBC. If you still haven't downloaded it, you can do it now, in 2 minutes. HSE SBC. IM4P with other partners will wait for you in the hall d'honneur during the lunchtime. Thank you to all the partners, the media partners, the institutional partners that help us to promote SBC within the business community. And then, of course, thank you to HSE, to the logistic team that helped us today. Thank you to the MBA program, Professor Bernard Garrett, our dean, but especially a super thank you to Laurence Bricard, Anne Delannoy, Nathalie Seyet, Kelly Gosney, Leila Ducy, and all the HSE communication office and the legal department. We are really grateful. Thank you very much. Then, thank you also to our advisory board, and in particular to Julien Dossier, who helped us since the very beginning and gave us very useful suggestions on how to set up this conference. And finally, I really would like to thank some special people. Who are these people? The students that organize this conference, the SBC organizing team. You know, behind all this, there was a team of 50 students from the HSE MBA program and the Master in Sustainable Development. It's been amazing working with you guys. I mean, I'm sorry for the weekly meeting that every Wednesday became longer and longer. And you know, the last month, instead of asking to bring the computer, I was asking to bring the sleeping bag because we never know how long that could last. Thank you very much. I cannot name you all because there are more than 50 people, but I really would like to mention at least the students that were in charge of different departments of HSE. So thank you to Elena Beltrami, Thomas Drazer, and Paras Agarwal for setting up the 3 checks. Thank you to Kanupra Joshi and your marketing team. I mean, I really appreciated the fact that you decided to work instead of sleep. It was really nice of you. Thank you very much. Thank you to Charlotte Monet who took care of the keynote speakers. Thank you to our amazing money guy, the CFO, Giulio Perosi, to Ravneet Alvar, who took care of our beautiful website, to Kimberly Tan, who took care of the partners, and to Rahat Kazi for the institutional relations.
Thank you to Shang-Yin Lu, or Emmy for the friends, for the promotional events and catering, and to Lydia Guetta for the sponsorship. We made it at the end. Thank you very much also to Florian Korn, who made the videos, which are available on our SBC website. And you know, there are some people that really deserve a special thanks because you know, while we were there, try to figure out how to save the world with energy efficiency technologies, renewable energies, electric flying cars and whatever. There were also the guys that needed to talk about how to set up the tables, the microphones, where to put the garbage after SBC. And these guys are the guys of the logistic teams that are working right now with 56 volunteers that are there just to let us enjoy the conference. So I really to thank Vincent Imonera, Katia Friedrichs, Kalara Kobuk, and Atsuki Sakamoto for the amazing work. Guys, it's done. Think we should be proud of what we've done. And I just want to let you know that working with you has been a honor and a privilege. Thank you very much. Okay, as usual, talk too much. We're kind of super late. It's time to leave the scene to our first guest star, who's our dean, the dean of HEC MBA program, Professor Bernard Garrett. Thank you, Sergio. Ladies and gentlemen, good morning and welcome. I am very honored and very pleased to host the 9th Sustainable Business Conference at HEC Paris. It's a great honor, it's a great pleasure. First, because it is a student-run event. All this conference has been put together by our students, and we are very proud of this. The MBA students together with the students in the Master in Sustainable Development. You know the motto of HEC, the more you learn, the more you dare. Today, the idea is that the more you dare, the more you learn. So it's a situation in which the participants themselves create a significant chunk of their own curriculum. And so it's very nice to have, you know, the school in sort of inverted orders in which the students actually create the knowledge and the professors sit in the room to listen to the knowledge which is circulated. You know, I have a proof of that. This is the name tag they have done for me. You can see it's handmade. So I was not supposed to come today, and I was not supposed to give a speech. So it's the real proof that it is really a student-run event. Okay. I didn't pay my fees, that is right. This is why I am called a sponsor. I first want to congratulate the participants. You know that we don't call them students, but participants, because they take an active part in putting the program together. So I would like to congratulate them for all the work they have done. You know, up to now, everything has gone very well. So it's the right time to congratulate them, because you never know during the day. Something can go wrong, so, you know, I prefer to congratulate them now. And I am also very happy to see the guys with ties, and they are shaved and everything, the girls with nice dresses and so on, because in the last days, in the last weeks, in the last month, that was not the case. I saw Sergio struggling with the general coordination of the event, you know, entrusting the coordination of such an event to an Italian guy is part of the HEC philosophy. I saw also Vincent struggling with the logistics, and I know he's done a great job. Entrusting the logistics to a Frenchman is also part of our philosophy. And Kanu with marketing, and Charlotte with speakers, etc., etc. So it's always for me refreshing, you know, to see the students struggling, working late at night, and taking initiative. I think they are great contributors to the school. Secondly, the topic, as you know, is extremely relevant. Smart cities, to make city life more sustainable. This is definitely a challenge.
in a time at which the vast majority of the world population actually concentrates in large cities. So I think the topic is extremely relevant, extremely interesting, and I think we are going to have a very interesting and very relevant discussion. So the topic is definitely very well chosen. It's not only intellectually challenging, but I think as individuals, each of us is concerned about this topic. So it's not only a challenge in intellectual terms, in economic terms, it is something that touches us directly. You know, I was born in Toulouse. In France, we refer to Toulouse as the pink city, la ville rose. And I remember when I was a kid, I became... I will become a king at some point. We used to go to the Pyrenees to drive by a factory that was, you know, very close to the city, and there was a nice yellow cloud of fumes over the factory, and a smell that I remember. It smelled like a rotten egg, and every time I eat an egg that is not that fresh, I can remember this smell. I learned later that this gas is called sulfur dioxide, so it has this nice smell of rotten egg. And so it's a kind of child souvenir. And then in 2001, I received a phone call from my sister, who still lives in Toulouse, and she told me that the factory had exploded. You know, at the time the factory was built, it was very far from the city. And then the city, it was built in the 1920s. And the city has grown, of course, and then the factory was in the city. And actually, when the factory exploded, the French remember this event, of course, there were victims, people that were living around. So definitely, I would like to transform the pink city into the smart cities, into the smart city. The use of technology, the technologies we use are important, and we have to address these issues. They are very important to all of us. You know also the tragedy that took place in Toulouse recently. Definitely the impact, the society, the way in which we live in cities is definitely a topic that touches us directly. And so I think it's not only a relevant topic in intellectual terms, it's not only an economic topic, but it's also a topic that touches us directly, and we can feel how important it is. So to finish, I would like to mention that we are in a business school, so definitely we address the topic in terms of the business opportunities, and the objective is to aim at a positive economy. So not only creating businesses, but businesses that have a positive impact on the environment and the society. This is a very ambitious objective, and we want to make our tiny contribution to the objective. Now, I would like to introduce the video. I can't see signs. Excuse me? I would like to finish by just, excuse me, I cannot catch what you say. They are trying to tell me something. That was a technical issue. Thank you very much, Benedict. Finally, as I said, I'm sorry for the interruption. We are a business school, so we see the problem as a business issue, also a business opportunity, and we aim at contributing to a positive economy, so not only creating businesses, but also have a positive impact on the environment and the society. And for us, the partnership with companies and the role companies play on campus in the training of our students is extremely important. So I would like to, again,
thank the companies that participate in this initiative, and in particular BeCitizen, which is our main sponsor and our main partner, because it's not only a question of sponsorship, it's also a partnership in terms of creating the content of the conference and working together on all the material, all the discussions that you are going to be exposed to. So I would like to address special thanks to BeCitizen for this partnership. Now, it's time to introduce two videos. Nathalie Kosciusko-Morizet has accepted to address us through a video, so we are going to watch this. Thank you very much. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous demander de m'excuser. J'aurais voulu être avec vous ce matin et puis j'ai pas pu dans l'agenda. C'était important pour moi de vous adresser ce message. Vous avez choisi de travailler sur le développement durable en ce moment où on en parle si peu et trop peu, en ce moment où pourtant il est plus important que jamais. Il y a toujours ce mouvement à l'occasion des crises économiques. On l'a connu déjà dans les années 90, une sainte alliance qui se fait entre les écolos sceptiques et ceux qui voudraient bien, mais qui pensent que l'écologie, ça coûte cher, que l'écologie, ce sont des problèmes, des dépenses, et seulement ça. Or, l'écologie, pour moi, ce sont des solutions. Et on en a plus besoin encore en période de crise. Nous pouvons, nous, la France, être le pays où s'invente le modèle économique de demain. Un nouveau modèle de production et de consommation. Nous pouvons être ce pays qui enfin sort de plusieurs décennies de politique nationale et européenne construite autour de l'idée que nous étions des consommateurs et avant tout des consommateurs pour basculer vers un regard qui nous met beaucoup plus dans le rôle de producteur, comme y appelle Nicolas Sarkozy, et qui nous invite à produire d'une manière qui soit durable, exportable, et qui puisse, je le redis, faire de nous le lieu où s'invente le modèle économique de demain. Et pour moi, l'écologie est au cœur de ça. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, on a des marchés de matières premières dont les prix vont fluctuant, et fluctuant vers le haut. Et ça ne va pas s'arranger. Donc, pour produire dans le monde contemporain, pour vendre, pour être dans une économie durable, il faut être sobre, sobre en tout, sobre en énergie, sobre en eau, puisque la consommation d'eau avec le changement climatique va devenir un problème croissant, sobre en matières premières. On a aussi une demande de produits qui ont une forte identité, de produits qui disent quelque chose du lieu où ils ont été produits, soit qu'ils soient produits véritablement en proximité, soit qu'à travers leur identité, ils expriment une proximité. Et ça a aussi trait à l'écologie, au développement durable. Bien sûr, quand il s'agit de proximité, on pense aux circuits courts, notamment dans l'agriculture. Mais les produits à identité, les produits qui parlent d'un territoire, et sur ces sujets-là, la France a des avantages comparatifs considérables, ce sont aussi des produits qui ont partie liée avec l'écologie. Et puis troisième triptyque dont je voudrais parler, après la sobriété, après la proximité, la qualité. Nous avons été en France à une époque l'avant-garde de toute une démarche industrielle sur la qualité. C'était l'époque des cercles de qualité, on en parlait beaucoup. C'est quelque chose qui s'est un peu effacé. C'est quelque chose avec lequel, je crois, il faut renouer. La qualité, c'est ce qui fait la marque du monde contemporain. La recherche croissante des consommateurs va vers la qualité, et celui qui saura construire un modèle industriel autour de ce triptyque, sobriété, proximité, qualité, celui-là aura inventé le modèle de demain. Nous avons inventé des choses utiles au monde par le passé. La France n'a jamais renoncé à cette espèce d'idéal d'universalisme sur tous les sujets qu'il a porté à proposer différentes solutions, à porter différentes découvertes parfois pour le monde. Nous pouvons aujourd'hui, je le crois, avec l'écologie, avec une écologie industrielle, avec une écologie productive, une écologie innovante, une écologie qui s'invente et qui invente des nouveaux modèles, nous pouvons être le lieu d'invention
du monde de demain. And now, to strike the right balance, François Hollande ne peut être parmi vous aujourd'hui pour cette... Pierre Moscovici. Et il m'a demandé de vous transmettre un salut très amical et aussi de vous dire quelques mots en son nom. Parce que l'investissement dans une transition énergétique, dans une transition écologique maîtrisée, réussie, est au cœur de son projet, tel qu'il l'a présenté depuis déjà plusieurs mois. Il s'agit en réalité d'investir dans un mode de vie qui soit plus protecteur de la planète. Et je suis convaincu que c'est à la fois bon pour nos modes de vie eux-mêmes, mais aussi pour l'industrie. Je suis l'élu d'une région industrielle, très industrielle, où on produit des automobiles, je n'oppose pas écologie et industrie. Je pense au contraire qu'il faut aller vers de nouvelles industries, des industries plus écologiques et aussi une écologie qui soit industrielle. Là est un des enjeux. Par rapport à la transition énergétique, on connaît la proposition de François Hollande, elle est ambitieuse, elle est résolue. François Hollande est attaché à l'énergie nucléaire, il sait qu'elle est une source d'indépendance énergétique, il sait aussi que c'est là un secteur qui est un secteur exportateur, un secteur important pour notre économie. Et en même temps, il est conscient qu'il y a une demande, une attente, une nécessité de sortir d'une exception française qui fait que nous avons, nous, 75% de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, de manière progressive, maîtrisée, responsable, il veut aller d'ici à 2025 vers une réduction de cette part de la production électrique d'origine nucléaire de 75% à 50%. Et ça passera à la fois par la fermeture d'une centrale pendant le prochain mandat, Fessenheim, discuter, dialoguer, sans perte d'emploi, et par un investissement dans les énergies renouvelables. C'est là que se situe le cœur de la transition énergétique, ambition, maîtrise, équilibre. Il y a aussi, derrière tout ça, un enjeu social, qui est un enjeu majeur, car il y a en France, comme dans d'autres pays développés, une véritable fracture énergétique. Il y a une précarité énergétique, il y a des gens qui ont du mal à avoir accès à l'énergie, qui n'en ont pas les moyens. Et puis il y a aussi un problème de qualité de l'eau, qualité de l'air. Et c'est tout ça qu'il faut maîtriser ensemble. C'est notre ambition et c'est l'enjeu de la transition écologique, énergétique que nous voulons. Alors, pour parvenir à faire tout ça, il faut investir. C'est le mot que j'ai utilisé d'emblée. Et pour investir, il faut à la fois de l'investissement privé et de l'investissement public. S'agissant de l'investissement privé, on le sait, il faut un cadre qui soit un cadre juridique, un cadre économique, qui soit un cadre stable et négocié. C'est la raison pour laquelle, aussitôt après son élection, François Hollande, s'il est choisi par les Français, engagera un vaste débat sur l'énergie, un débat aussi sur les choix écologiques du pays, avant une loi de programmation énergétique à laquelle il s'est engagé. Et puis, il faut les investissements publics, parce que ce sont des secteurs, on le sait depuis longtemps, dans lesquels, en tout cas en France, il existe des entreprises publiques à la fois puissantes, respectées, proches de la population et auxquelles cette population est attachée. Mais elles n'ont pas forcément les capacités d'investissement. Il y a aujourd'hui le grand emprunt, qui n'est pas une mauvaise chose, qui a débloqué 2,5 milliards d'euros sur des projets liés à la transition énergétique. Nous ajouterons 1 milliard d'euros pour un fonds qui sera capable et qui aura la tâche d'investir notamment dans les énergies renouvelables. Parce que pour baisser la part d'électricité nucléaire dans le total d'électricité, il faut à la fois agir sur le numérateur et sur le dénominateur, sans doute réduire la part du nucléaire, mais aussi accroître progressivement la part de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables, en faisant d'ailleurs diminuer leurs coûts. Et pour ça, il faut des investissements. Je veux insister, puisque c'est un des thèmes que vous évoquez, sur le rôle des villes. Et au-delà des villes, des collectivités, les départements, les régions, les agglomérations. Moi, je suis président d'une agglomération, celle du Pays de Montbéliard. Nous avons mis au cœur de notre projet pour 2020 ce que j'appelle la mise en place d'une éco-agglomération. Mais cette écologie solidaire, cette écologie de terrain, cette écologie concrète, cette écologie pratique.
les villes et les collectivités, en réalité, la mettent en œuvre depuis très longtemps. Je pense par exemple au tri des déchets, mais je pense aussi plus largement à tout ce qui concourt au développement d'une écologie qui soit proche des gens, qui soit durable, qui soit inscrite dans le concret, qui agisse aussi sur le cadre de vie. Au fond, les collectivités locales, elles ont précédé de longtemps le Grenelle de l'environnement. C'est aussi sur elles qu'il faut s'appuyer. C'est pour ça qu'il faudra un pacte de développement durable, certes, mais aussi local. Moi, je milite pour une ville qui soit une ville durable, qui soit une ville solidaire, qui soit une ville notamment qui attache une grande importance à la qualité et à la quantité du logement. Il y a beaucoup de propositions sur le logement dans le projet de François Hollande qui souhaite développer l'offre locative, l'offre de logement en général, qui souhaite aller vers plus de logement social, de meilleure qualité, et qui notamment, puisqu'on parle énergie et écologie, propose un programme d'isolation thermique pour 1 million de logements par an. C'est très ambitieux, 600 000 dans l'ancien, 400 000 dans le nouveau. Nous nous en donnerons les moyens, parce que c'est aussi ça, je parlais de précarité tout à l'heure, la sobriété énergétique dans le cadre des logements, c'est tout à fait fondamental. Enfin, je veux dire un mot. Là aussi, vous en parlez, vous voulez en traiter, sur le cadre européen et international. L'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est réduite à l'austérité, elle est réduite à la rigueur budgétaire. Il y a un traité qui a été d'abord négocié, puis adopté, puis enfin signé, qui réduit l'Europe à l'économie, qui réduit l'Europe à la rigueur. Et ce n'est pas cette Europe-là que nous voulons. Je sais fort bien que s'il n'y a pas en Europe une dimension forte de croissance, s'il n'y a pas une capacité de relance de la dynamique européenne, alors se produira un phénomène extrêmement grave qui est non seulement que l'Europe échouera, et moi je suis passionnément européen, mais aussi qu'elle se détournera de ses peuples. Et si on veut retrouver une Europe qui soit à l'appui d'un mode de développement nouveau, d'un mode de développement plus durable, d'un mode de développement plus harmonieux, alors il faut se donner des marges de manœuvre, et c'est pour ça que François Hollande, il l'a dit, ne ratifiera pas ou ne fera pas ratifier par la nouvelle majorité le traité d'austérité qui a été signé par le candidat sortant, et puis ira vers la renégociation, la réorientation de la construction européenne vers plus de croissance. Et quand je pense à plus de croissance, je pense bien sûr à plus de croissance durable. Je n'ignore pas, enfin, qu'il y a devant nous des enjeux internationaux extrêmement importants. Un G20 qui viendra très vite, ce sera au Mexique, et puis Rio +20. Rio +20, le G20. L'enjeu du développement durable à l'échelle de la planète est fondamental, et nous militerons pour l'intégration de normes environnementales dans le cadre de l'OMC et aussi pour la création, attendue depuis longtemps, d'une organisation mondiale de l'environnement. Voilà les quelques paroles que je souhaitais prononcer en tant que directeur de campagne de François Hollande, en son nom, et vous dire que, au fond, même si nous n'appartenons pas tous exactement à la même génération, nous sommes les générations, et vous êtes, étudiants notamment, la génération de la transition, celle qui doit connaître un nouveau modèle de développement, celle qui doit intégrer l'écologie, le développement durable dans toutes les politiques publiques, je dis bien toutes, sans exception. Et moi qui ai eu l'occasion de travailler au Parti socialiste sur un nouveau modèle de développement, à la fois économique, écologique, social, je crois en effet que c'est sur ce trépied-là que nous pourrons construire une France, qui soit une France qui va de l'avant, dans une Europe elle-même respectueuse et qui reste un modèle en matière d'environnement, et dans un monde dans lequel les préoccupations du développement durable seront enfin intégrées, là aussi, à l'ensemble des politiques que nous menons au niveau de la planète. Enjeu national, enjeu européen, enjeu international, enjeu local, c'est tout ça qu'il faut maîtriser ensemble, et croyez-le, ça fera partie des préoccupations, ce sera même au cœur des préoccupations de François Hollande s'il est élu président de la République. Okay, it's time for our first keynote speaker, Maximilian Rouet, a founder of BeCitizen.